Bonjour à tous et bienvenue dans SG Bourse Live. Nous sommes ensemble pour une demi-heure afin de faire un point sur les produits de bourse Société Générale, mais aussi afin de faire un tour d'horizon des marchés financiers. Avec nous en plateau aujourd'hui, Aurélien Réquillart, responsable produits de bourse Société Générale. Bonjour Aurélien. Bonjour Nicolas. Et à vos côtés, Valérie Gastaldi. Bonjour Valérie. Bonjour Nicolas. Je rappelle donc que vous êtes stratégiste chez Day by Day. Alors on regarde tout de suite le sommaire de cette édition. On va commencer donc avec un édito. Ensuite on regardera un petit peu du côté des nouvelles macro et micro avec l'agenda de la semaine. Et ensuite on fera un focus sur un point d'actualité à surveiller. On regardera ensuite le produit de rendement Europe juin 2018 avec vous Aurélien, avant de passer à l'analyse technique du CAC, mais aussi peut-être du Nasdaq et différents autres indices avec vous Valérie. Et on finira avec le proverbe boursier comme d'habitude. SG Bourse Live, c'est parti. Une semaine dernière riche en annonces et scrutée par les investisseurs du monde entier. Tout d'abord, la Fed a pris la décision de relever ses taux pour la deuxième fois cette année et a même annoncé des hausses supplémentaires d'ici à fin décembre. Une décision expliquée par une croissance américaine jugée solide par la Réserve fédérale qui se montre optimiste dans ses prévisions de croissance et d'inflation pour 2018. Une hausse d'un quart de point qui fait désormais évoluer les taux directeurs dans une fourchette comprise entre 1,75% et 2%. Une hausse des taux qui ne change pourtant pas le discours de la Fed qui qualifie sa politique monétaire d'accommodante. Dès le lendemain, c'est la BCE qui a à son tour donné un peu plus de billes sur sa propre politique monétaire. Mario Draghi a ainsi annoncé l'arrêt de son programme de rachat d'actifs à la fin de l'année, même si cela se fera évidemment progressivement. Et au-delà de la fin d'une politique monétaire que la BCE qualifie de non conventionnelle, Mario Draghi n'entend pas remonter ses taux directeurs tout de suite. La BCE entend ainsi attendre au moins jusqu'à la fin de l'été 2019 et adoptera une approche patiente et graduelle pour accompagner la reprise de l'inflation dans la zone euro. La BCE au passage a abaissé sa prévision de croissance justement pour la zone euro à 2,1% contre 2,4% précédemment. Et enfin, dans le sillage de la Fed et de la Banque Centrale Européenne, une autre banque centrale était également dans le viseur des investisseurs vendredi. Il s'agissait de la Banque Centrale du Japon. Celle-ci a décidé, elle, de garder le même cap en raison d'une croissance atone. Au-delà des banques centrales, le fameux feuilleton de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis a lui pris forme. Donald Trump a en effet approuvé l'instauration de droits de douane de 25% sur un montant de 50 milliards de dollars d'importations chinoises, notamment des produits de haute technologie, et ce à partir du 6 juillet. Une décision qui a évidemment déclenché la riposte directe de Pékin qui a déclaré que 34 milliards d'importations américaines seraient taxées à leur tour, notamment les produits agricoles comme le soja ou encore les voitures. Du côté des matières premières et plus particulièrement du pétrole, c'est cette semaine qu'aura lieu un rendez-vous scruté par les investisseurs du monde entier. Ce vendredi, des ministres du pétrole de l'OPEP mais également d'autres pays producteurs se réunissent en effet à Vienne. L'OPEP pourrait décider de procéder à une augmentation de sa production comprise entre 300 000 et 600 000 barils par jour contre 1 million attendu. Tout cela sur le fond de dissensions entre Russie et Arabie Saoudite d'un côté qui sont favorables au relèvement de la production et de l'autre l'Iran, le Venezuela ou encore l'Irak qui s'y opposent. Et enfin pour finir, notons que les crypto-monnaies connaissent des temps difficiles depuis une semaine. Les piratages successifs des plateformes, les vols de crypto-monnaies font chuter le cours du Bitcoin et dans son sillage toutes les autres crypto-monnaies sur fond là de soupçons de manipulation de cours récent. Quelle publication attendue cette semaine? On commence avec l'agenda macroéconomique. Aux États-Unis est attendu l'indice PMI Market des achats dans le secteur manufacturier et non manufacturier pour le mois de juin. Un indice qui est également attendu en Europe et en France. Aux États-Unis toujours, l'indice Philly Fed de la Réserve fédérale de Philadelphie sera publié d'ici la fin de semaine pour le mois de juin également. En Europe, nous attendons aujourd'hui la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre ainsi que l'indice de confiance des consommateurs pour le mois de juin. Et en France, on attend l'indice donc du climat des affaires pour le mois de juin ainsi que la croissance au premier trimestre. Côté publication d'entreprises, se tiendront d'ici la fin de la semaine les assemblées générales annuelles du groupe Flo, de Saint-Gobain, de Baccarat ou encore de Blue Linea.
Et enfin, sur le point d'actu qu'il faut surveiller, celui-ci concerne Engie ou plus particulièrement sa filiale GRT Gaz. L'État français va en effet permettre à des investisseurs privés d'entrer au capital donc de GRT Gaz, cette filiale spécialisée dans le transport du gaz dans le cadre du projet de la loi Pacte qui ouvre la voie à la privatisation de plusieurs entreprises. GRT Gaz est actuellement contrôlé à 75% par Engie et à 25% par un consortium constitué de CNP Assurance, CDC Infrastructure et la Caisse des dépôts. Voilà pour l'actualité des marchés et on s'intéresse tout de suite aux produits de bourse avec Aurélien Réquillard. Alors Aurélien, 10 000 produits de bourse Société Générale, vous les répartissez en 3 catégories. Est-ce qu'on peut peut-être rapidement définir quels sont ces produits de bourse? Et donc 3 catégories, diversification, rendement et effet de levier, c'est ça? Absolument, 3 stratégies effet de levier dans lesquelles on retrouve les varants, les turbos, les leverage pour dynamiser ou couvrir un portefeuille sur de courtes périodes. Deuxième stratégie complémentaire, la diversification avec les ETF et les certificats 100%. Ce sont des produits qu'on évoque souvent sur ce plateau qui permettent de s'exposer à plein, à 100% à la variation d'un actif. Et la troisième stratégie dont on parle un petit peu moins, eh bien, c'est la stratégie dite de rendement qui va venir chercher de la performance, du coupon, dans un environnement de marché, j'allais dire incertain, ou en tout cas sur lequel on n'a pas une vue directionnelle très marquée. Et donc du coup, comme on ne sait pas trop où aller, on va vers ces produits de bourse qui vont nous permettre d'aller chercher du rendement. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Ce sont des produits qui vont être complémentaires à d'autres actifs, des actions, des produits de diversification, des produits effets de levier, mais sur lesquels on va pouvoir consacrer une partie de son portefeuille. Et alors on va justement se consacrer tout de suite aux produits de rendement, donc investir tout en protégeant son capital. Vous êtes venu avec un produit particulier qui est le rendement Europe juin 2018. Exactement, avec un constat aujourd'hui que tous les investisseurs partagent, les taux sont extrêmement bas et placer ses liquidités, eh bien, ça devient de plus en plus compliqué. Il reste quelques poches, il reste l'assurance vie, mais là aussi le rendement des fonds euros après fiscalité est très bas. Il y a un élément, je crois, qui change la donne en 2018 et c'est un élément presque politique, j'allais dire, c'est la nouvelle fiscalité sur le compte titre. Quelle est-elle? Eh bien, c'est le PFU ou prélèvement forfaitaire unique, qu'on connaît aussi sous l'appellation flat tax, et qui correspond à un prélèvement unique donc de 30% sur les plus-values. C'est une évolution, c'est une révolution par rapport à l'ancien monde dans lequel les investisseurs étaient imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu et sur lequel on pouvait se voir imposer jusqu'à plus de 60% pour les contribuables les plus imposés, à savoir 45% d'impôts plus CSG, CRDS, les prélèvements sociaux à 15,5% à l'époque. Ils ont progressé, mais ça représentait donc plus de 60%. Aujourd'hui, et j'en arrête là sur le point fiscalité, c'est 30% de prélèvements forfaitaires uniques sur les plus-values. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le compte titre retrouve un petit peu de sa superbe. Il devient plus attractif effectivement puisqu'on perdra moins entre guillemets sur les rendements qu'on pourrait avoir grâce au compte titre. Alors c'est ça, en fait c'est une enveloppe qui redevient attractive, on peut revenir sur ça, on peut recommencer à travailler cette enveloppe et c'est pour ça qu'on vient aujourd'hui avec ce produit-là qui est éligible donc au compte titre, qui est un produit de campagne qu'on va pouvoir souscrire jusqu'au 29 juin 2018, il reste donc plus beaucoup de temps et qui va pouvoir permettre de diversifier un patrimoine. Et alors comment est-ce qu'on va le négocier ce rendement Europe juin 2018 déjà sur quel marché? Alors c'est un produit qui est en souscription full online, c'est-à-dire complètement en ligne, complètement dématérialisé, il n'y a pas de papier, c'est un produit qui va être coté en bourse et donc je vais pouvoir l'acheter chez mon courtier habituel, Boursorama, Easy Bourse ou Bourse Direct pour ne citer que. C'est un produit qui va en fait être à la croisée d'un fonds obligataire et d'un fonds action. C'est un produit sur lequel je vais prendre du risque marché, mais tout en ayant une protection, un aspect un petit peu défensif. Je crois qu'on va voir l'offre en détail. Alors l'offre qui est juste là, effectivement, là on va parler plutôt des objectifs d'investissement, c'est ce dont vous vouliez nous parler? Oui, tout à fait. Les objectifs d'investissement, ils sont au nombre de 3. Le premier, c'est un objectif de rendement de 10% par an si le marché progresse. Quelle que soit la progression du marché? Non, si le marché progresse. C'est-à-dire que si le marché, on va y venir tout à l'heure, donc objectif de rendement de 10% par an si le marché progresse. Deuxième caractéristique, c'est un produit dont la maturité est de 10 ans, mais qui peut s'arrêter
chaque année. C'est-à-dire chaque année, si le marché a progressé, le produit, on sort, mais c'est automatique, on est automatiquement remboursé et on reçoit 10% multiplié par le nombre d'années écoulées. Et la troisième caractéristique, c'est que si au bout des 10 ans, eh bien, le marché n'a pas progressé, on a une protection du capital si le marché n'a pas baissé de plus de 40%. C'est-à-dire qu'il a baissé de moins de 40%, eh bien, on reçoit son capital initial. Je résume, un objectif de 10% par an si le marché a progressé, un mécanisme qui permet une fin de vie du produit chaque année et une protection du capital à échéance des 10 ans si le marché n'a pas baissé de plus de 40%. Alors on va regarder justement un petit peu ces mécanismes de remboursement, donc qu'on décide de sortir au bout d'un an par exemple, ou si jamais le marché ne progressait pas. Comment est-ce que ça fonctionne le remboursement anticipé ? Au 29 juin 2018, le dernier jour où on peut souscrire, eh bien, on va regarder le niveau du marché. Et ensuite, chaque année à date anniversaire, donc 29 juin 2019, 2020, 2021, etc. jusqu'au terme, on va regarder si le marché progresse. Si le marché progresse à l'une de ces dates anniversaires, le produit s'arrête, l'investisseur est remboursé de manière automatique, il reçoit son capital initial et un gain de 10% par année écoulée. Je vous donne un exemple très simple. J'investis 10 000 euros aujourd'hui, le 29 juin 2018 ou le 25 juin 2018. On fait le point dans un an. Si dans un an le marché a progressé ne serait-ce que de 0,1%, eh bien je reçois 11 000 euros qui correspondent à 10 000 euros mon investissement initial et 10% de coupon. Donc ça c'est si jamais le marché a progressé, si jamais le marché ne progresse pas mais qu'on reste entre les 0 et les moins 40% du coup. Si le marché ne progresse pas, on attend la deuxième année. Si le marché en deuxième année n'a pas progressé, on attend la troisième, quatrième, cinquième année. Si en année il progresse ne serait-ce que de 1 ou 2%, eh bien à ce moment-là, je reçois mon capital initial multiplié par 10 fois 5 le nombre d'années écoulées. Le cas médian, c'est si à échéance, au bout des 10 ans, donc pendant les 10 fenêtres de tir, le marché n'a jamais progressé, eh bien le marché a baissé, mais de, mettons, 30%. C'est-à-dire il n'a pas baissé de moins de 40%. Eh bien je reçois mon capital initial, dans notre exemple, les 10 000 euros. Et si jamais il baisse de plus de 40%, ce qu'on ne souhaite pas évidemment, mais ce qui pourrait arriver? À échéance, au bout des 10 ans, si le marché a baissé de plus de 40%, eh bien je reçois la valeur finale de l'indice comme si j'ai été exposé complètement à l'indice, donc j'ai concrètement le risque action. Donc ça ne change pas plus au fait que d'avoir investi en action si jamais on est dans le cas des une perte de plus de 40%. Absolument. Alors on va regarder avec quelques exemples parce qu'effectivement donc là on est dans la théorie, on a des graphiques qui nous montrent effectivement un mouvement baissier à long terme, donc un scénario qui serait qualifié de défavorable. Est-ce qu'on peut commenter un petit peu ce graphique pour comprendre justement le scénario de remboursement, en tout cas le scénario de l'investisseur? Oui, l'idée c'est de revenir un petit peu sur ce qu'on s'est dit mais de manière illustrée et graphique. On va commencer cette fois-ci par le scénario défavorable. À chaque année anniversaire, année 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10, le marché n'a jamais progressé, on est dans ce scénario, et il baisse de plus de 40%, en l'occurrence sur notre graphique de 50%. C'est le scénario le plus défavorable en quelque sorte. Je reçois donc 50% de mon investissement. Si j'avais investi 10 000 euros, je reçois que 5 000 euros. Perdu la moitié. Donc ça c'est le scénario défavorable. Le scénario médian, du coup, on se situe dans une baisse au-dessus de... Du coup, le marché a baissé, mais pas de plus de 40%. Exactement. À échéance, il n'a baissé par exemple que de 30%. Et il n'a jamais progressé à date anniversaire et à la fin, il baisse de 30%. Je reçois mon capital initial, c'est-à-dire les 10 000 euros. Et alors enfin, donc on voit sur ce graphique que là pour le coup on est sur un marché haussier et à court terme, et dès la première année du coup on a fait presque 115%, peut-être 118%, quelque chose comme ça, on est en dessous de 120% et on sort directement. Et on sort directement avec un coupon de 10%. Attention, un inconvénient, c'est que le gain est plafonné, c'est-à-dire qu'effectivement si le marché fait 20%, 30 ou 40%, eh bien je ne reçois que ces fameux 10%. Si le marché baisse en première année et progresse en deuxième, eh bien je vais recevoir 20%, etc. etc. Alors rapidement pour finir, donc c'est un produit qui s'appelle Rendement Europe juin 2018. Comme tout produit boursier, il a des avantages et des inconvénients. On commence par les avantages peut-être? Oui, peut-être très rapidement sur les avantages et les inconvénients. Avantage, un objectif de gain de 10% par année écoulée, un remboursement automatique possible chaque année et puis une protection du capital si je ne baisse pas de plus de 40%. Sinon, j'ai une exposition au total au marché. Un dernier point sur les frais peut-être. Vous, en tant qu'investisseur, vous payez des frais de courtage quand vous achetez ce produit sur le compte titre. En revanche, tous les frais liés à la gestion, à la fabrication, à la conception de ce produit sont intégrés. Donc les 10% de coupons sont nets de frais de l'émetteur Société Générale. Donc je répète bien, les seuls frais sont les frais de courtage, de droits de garde éventuels prélevés par l'intermédiaire
et la fiscalité qui s'applique, le fameux 30% cette fameuse flat tax, effectivement, dont on a parlé. Côté inconvénient, il y a évidemment un risque de perte en capital. Risque de perte en capital. Et puis, deuxième inconvénient, après je laisserai les investisseurs regarder la brochure, c'est le plafonnement des gains. Si le marché performe plus que 10%, eh bien moi, en tant qu'investisseur, ne recevrai que 10%. Merci beaucoup Aurélien, et je vous propose maintenant de passer à l'analyse marché. Et une analyse marché qu'on va regarder avec vous Valérie. On va commencer par les indices. Alors qu'est-ce qui se passe ce matin ou même depuis le début de la semaine sur les indices? Pas grand-chose. Oui, hélas, il ne se passe pas grand-chose. Vous avez un graphique sous les yeux avec 9 mois de variation de l'indice CAC 40. Donc, ce n'est pas seulement cette semaine, Nicolas. Vous voyez que ça fait 9 mois que finalement, le CAC 40, il évolue autour de 5350, parfois au-dessus, parfois en dessous. On a été un peu plus souvent au-dessus. Hein. C'est pas une moyenne que je vous donne, c'est plutôt une médiane de cette... Enfin, c'est pas une médiane non plus, mais c'est plutôt là, dans cette figure, le niveau de pivot. Voilà, on sent que c'est organisé de chaque côté de ces niveaux. Et ce qui s'est passé en juin, c'est qu'on a tenté de monter. Mais c'était un faux signal. C'est resté une tentative. C'était resté une tentative. Et hier, on a tenté de baisser. Vous voyez qu'on a enfoncé les creux du mois de mai. Mais la clôture s'est faite sur le niveau de support majeur. Or, ce sont les niveaux de clôture qui valident les signaux, bien entendu. Et aujourd'hui, on a un plus bas de la séance qui reste sur ce niveau de support majeur. Donc, on semble réintégrer le support majeur. Le problème, c'est que cette réintégration, ça nous évite de se dire « Ah, c'est baissier tout de suite », mais c'est pas forcément très haussier pour autant. Voilà, on reste dans ce marché qui est extrêmement divisé, avec certains secteurs qui sont dans des tendances baissières notables, et puis d'autres qui sont en tendance haussière. Je dirais, les banques sont en nette tendance baissière, l'assurance est en train de se retourner à la baisse doucement, l'automobile aussi est vraiment en fragilité, alors qu'à l'opposé, les valeurs technologiques se portent très très bien, et qu'on a des tentatives de reprise sur la consommation, par exemple. Enfin bon, voilà. Donc on a vraiment beaucoup de diversité et c'est difficile de s'exprimer sur l'ensemble. Donc le niveau à surveiller, quand même, pour les jours qui viennent, c'est 5388 sur le CAC. Si on a une clôture en dessous de ce niveau-là, c'est quand même le début d'un signal de vente qui nous renverrait autour de 5100. C'est-à-dire ça nous dirait que sur le mois ou les 2 mois qui viennent, il faut qu'on retourne tester le bas de la zone large dans laquelle on évolue. Alors ça, c'est pour le CAC 40, même tendance sur l'Eurostoxx, Valérie? Alors sur l'Eurostoxx, je vais, oui, c'est grosso modo la même chose. C'est un petit peu moins fort l'Eurostoxx parce que on a eu tout le problème de l'Italie, parce qu'aujourd'hui on a aussi le DAX qui pèse sur l'Eurostoxx dans la mesure où les valeurs, l'économie allemande est très exportatrice et donc plus touchée par les mesures de Donald Trump. Mais voilà, je vais vous montrer ce graphique sur 5 ans de l'Eurostoxx 50 parce qu'on a vu 9 mois de CAC 40, je vous dis il n'y a pas de tendance, mais en fait quand on regarde 5 ans, il n'y a pas vraiment de tendance non plus. Vous voyez, c'est le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on a des tentatives de... Parce qu'on a eu un moment en 2016 un marché haussier, on a commencé, on a franchi les précédents sommets et hop, on est retombé, on a fait un nouveau plus bas. Donc on a un marché qui est extrêmement hésitant et difficile en Europe de façon générale à exploiter pour gagner de l'argent. Voilà, si c'est les objectifs que l'on a, c'est vraiment pas facile. Voilà. Si on va du coup outre-Atlantique et notamment à des valeurs à coloration peut-être un peu plus technologique, le Nasdaq, qu'est-ce qui nous dit? Voilà, alors regardez, là j'ai juste changé le nom de l'indice, mais c'est le même horizon de temps, 5 ans. Bon ben voilà, ça c'est bien. Voilà, là il y a une vraie progression. Oui, là il y a une vraie progression. Alors comme on n'est pas là pour parler des 2 ans qui viennent, on regarde le graphique court terme du Nasdaq.
Nasdaq. Et en fait, ce graphique reste très intéressant parce que on avait un sommet. Alors le sommet le plus haut cours, il est là. Mais regardez, je vais nous mettre en cours de clôture. Et vous voyez le plus haut cours de clôture, il était là. Donc on l'a franchi, on est revenu le tester, on a refait un nouveau sommet et en fait on est revenu tester le précédent sommet. Donc on a un Nasdaq qui continue à évoluer en utilisant ses précédents sommets comme support pour le moment. C'est très fort. Donc s'il faut choisir un endroit pour investir parce qu'on veut continuer à accompagner cette tendance qui continue à avoir une certaine vigueur, en tout cas par endroit, le Nasdaq est un bon exemple. On a un stop à placer sous 7100. Mais tant qu'on est au-dessus, il faut plutôt chercher à des achats. Et en tout cas, il faut surtout pas vendre à découvert, pas d'achat de put sur les valeurs technologiques américaines, effectivement. Alors justement, ces valeurs technologiques américaines, vous en avez sélectionné une, il s'agit de Facebook. Comment évolue le titre, tout simplement ? Écoutez, un peu comme l'indice, oui, en début d'année, effectivement, il a beaucoup chuté et puis il s'est super bien repris. Il y a eu une grosse surprise ici, vous voyez cette absence de cotation. On avait terminé un jour relativement bas et où on a pris 10% le lendemain en ouverture, quoi. Et à partir de ce jour-là, on est vraiment reparti dans cette tendance haussière. Donc selon l'horizon de temps que l'on a, si on se donne plusieurs semaines pour traiter, on a un niveau d'invalidation sous 182,10, c'est-à-dire que si vous voyez Facebook comme un investissement pour 2-3 mois, tant qu'on est au-dessus de 192,10, il n'y a pas de souci. Si en revanche vous êtes intéressé par les jours qui viennent, donc peut-être 2 jours, peut-être une semaine, à ce moment-là, le niveau pertinent, c'est 194. J'arrondis ce centime là qui se balade. 194 $, vous voyez que c'est le précédent sommet et c'est le creux qu'on a testé à quelques reprises déjà. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, on est dans une tendance haussière. Il faut envisager le prochain objectif de 106,40. Mais en fait, après, l'analyse technique va vous proposer de rester le plus longtemps possible en relevant, à chaque fois que vous avez un nouveau support qui se crée, vous relevez ce qu'on appelle votre niveau d'invalidation. Vous le mettez un tout petit peu en retrait de ce niveau support et vous accompagnez le marché. Donc ça, c'était pour Facebook. Du coup, retour en France. Une dernière valeur peut-être avec STMicroelectronics. Oui, en France aussi, on a des valeurs technologiques qui se portent, en France et en Europe. En Europe, effectivement. On a des valeurs technologiques qui se portent bien, même si c'est pas aussi extraordinaire qu'aux États-Unis. Enfin, ça dépend pour lesquels. STMicro, donc, vous voyez que je vais agrandir ce trait. Voilà. Grosso modo, on est revenu tester les sommets du mois de novembre 2017. On avait eu cette longue consolidation, on en était sorti par le haut, on est revenu tester ces sommets. Sommet qu'on avait aussi retesté ici début mai, qu'on a testé en tant que support début juin. Donc un gros niveau à 20,77 €. C'est un cours sur lequel on peut s'appuyer pour revenir sur STMicro à l'achat, puisque tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, on a quand même un ensemble d'éléments qui sont favorables sur le titre et on peut envisager de revenir sur les précédents sommets, donc à 22,95, voire une résistance plus ancienne à 23,10. Mais comme le Nasdaq, c'est haussier et le repli qu'on a eu préserve tous les supports que l'on avait identifiés. Donc c'est une valeur sur laquelle on peut se placer à l'achat. Oui. Merci beaucoup Valérie pour cette analyse du coup des indices et des valeurs. Je vous propose de nous retrouver dans un instant pour le proverbe boursier. Le proverbe boursier aujourd'hui, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors qu'est-ce que ça vous évoque Valérie? On parle du coup de diversification là. Oui, on ne parle pas d'agriculture. Ça veut dire effectivement qu'il faut songer à avoir un portefeuille diversifié. Là, je vous ai présenté des idées qui sont un petit peu
orienté techno, États-Unis, parce que quand on est sur des horizons de temps court terme, c'est vrai qu'on a tendance à suivre les signaux. C'est quand même bien d'avoir un raisonnement en plus qui est un raisonnement de portefeuille et d'essayer d'équilibrer son portefeuille en ayant des profils de valeurs différents. Des valeurs qui vont réagir à des éléments fondamentaux différents. Parce que si vous n'avez que des valeurs technologiques, et si la Chine dit demain « Oh bah tiens, je vais couper les ports et plus personne ne pourra accéder à Google ni à Facebook en Chine », bah, vous allez avoir quand même... ça risque d'être compliqué pour son portefeuille ou pour son panier, en l'occurrence. Si on est concentré uniquement sur les valeurs technologiques, tout va baisser simultanément. Si vous essayez de chercher des valeurs qui sont dans plusieurs secteurs et dans chaque secteur de retenir par exemple 2 valeurs, à ce moment-là, vous vous donnez à chaque fois un droit à l'erreur. Alors il ne faut pas que ça soit des valeurs qui... Vous pourriez aussi prendre que des valeurs qui baissent, mais enfin, statistiquement, on constate d'abord qu'on a moins de chances d'avoir toutes nos valeurs qui baissent. Et en plus, on constate qu'on a au total un portefeuille qui est moins volatile parce que tout ne baisse pas le même jour en général. Donc souvent, on a une valeur qui baisse un jour, mais l'autre qui monte ce jour-là. Donc au total, le portefeuille, il a une variation qui est plus faible. Alors, ça ne veut pas dire, une fois encore, que ça garantisse de gagner de l'argent, mais c'est moins volatile. Et c'est important d'être moins volatile. Et vous savez plus pourquoi? sûr potentiellement pour l'investisseur, non? Pourquoi? Parce qu'en fait, la volatilité, ça inquiète. Quand on a un portefeuille qui a de larges variations, pour la plupart d'entre nous qui sommes averses au risque, qui n'aimons pas ce genre de situation, eh bien, on a tendance à paniquer quand on se situe dans la zone de grosses pertes, bien entendu. Même si potentiellement on sait qu'on a un portefeuille volatile, si ça se produit au moment où il y a une mauvaise nouvelle, si on est un petit peu plus bas qu'on ne l'a été au cours des jours précédents, on risque de prendre peur assez facilement. Alors que si on a un portefeuille qui n'a pas une volatilité trop supérieure à celle de l'indice, en général, on se donne à soi-même plus de temps pour prendre sa décision. Et en bourse, on a tendance à prendre des décisions trop hâtives en suivant ce qui se passe là dans l'instant, en oubliant son objectif de long terme et en surréagissant. C'est un biais qui est extrêmement recherché. Enfin, recherché au sens, on fait beaucoup de recherches sur ce biais comportemental auquel les hommes semblent plus soumis que les femmes quand ils font du trading et qui peut avoir des avantages parce que c'est vrai que ça permet d'entrer très vite dans un mouvement qui se développe, mais il se trouve que on y est beaucoup plus sensible quand on perd que quand il y a de l'argent à gagner. Voilà, donc ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour ne pas surréagir. Voilà, ne pas surréagir, avoir plus de confiance pour se reposer les bonnes questions et se demander si oui, il faut que je réagisse ou non, il faut que je me donne quelques heures supplémentaires parce que potentiellement demain est un jour meilleur. Aurélien, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, vous auriez tendance du coup à surréagir ou... Alors surréagir, je ne sais pas, mais en tout cas ce proverbe évoque le produit de rendement Europe Juin 2018 dont on a parlé, c'est-à-dire qu'on a dans son portefeuille des actions ou des produits de réplication qui vont donner une pause directionnelle sur les marchés, donc à la hausse ou à la baisse, et on peut mettre un produit de rendement qui effectivement va permettre de bénéficier d'un marché qui est plutôt stable, plutôt sans tendance. Voilà, sur une dizaine d'années, on a 10 fenêtres de tir pour se dire, eh bien, le marché, au moins à une date anniversaire sur les 10 ans, va progresser au moins une fois. Voilà, c'est ça l'anticipation de ce produit-là. Et la diversification, ça fait partie aussi de diversifier son type d'investissement aux côtés d'une diversification géographique et sectorielle. C'est ça, on n'est pas juste sur effectivement différents types d'actions, mais aussi différents types de produits boursiers ou différentes échéances d'investissement, tout simplement. Absolument. Merci beaucoup Aurélien, merci beaucoup Valérie, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce produit, mais également sur les autres produits Société Générale sur le site de Bourse Société Générale, sgbourse.fr si je ne dis pas de bêtises. Vous pourrez également y retrouver tous les replays des émissions SG Bourse Live et pour nous suivre en direct évidemment sur TV Finance mercredi prochain à midi. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée.